Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. Nous allons analyser, scruter, commenter l'actualité de la République démocratique du Congo, comme chaque jour, chaque mercredi, voulais-je dire, avec les confrères. Juste à ma droite, Thierry Ziani Bongo. Bonsoir et bienvenue. Hein. Merci, c'est mon comeback après tout. Comment allez-vous? Je vais bien. Comeback, comme tu le dis, d'habitude, c'est sous la présentation des Paulette Kemutu. Tu étais un invité, un fervent client de ce magazine Web Presse. Et une fois de plus, bienvenue. Est-ce que tu suis ce magazine depuis l'autre format, le nouveau format? Bon, je vais être franc. Malheureusement, je ne suis pas très regardant des médias, de la télé. Et Web Presse, c'est une émission que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, l'horaire de diffusion ne coïncide pas avec ma disponibilité devant les écrans. Alors, je rappelle que tu es présentateur de JT numérique à Africa Télévision. C'est chaque jour? Pas chaque jour, une fois la semaine. Et j'anime aussi une émission de débat sur Africa Télévision. Réplique Magazine. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était Thierry Bongo de Africa Télévision. Et juste à ma gauche, il n'est plus à présenter, Moïse Zouba. Bonsoir et bienvenue. Hein. Bonsoir. Merci de l'invitation. Comment vas-tu? Je vais très bien. Après un long voyage? Oui, c'est long, un voyage d'une semaine à peu près. Pour accompagner le chef de l'État? Non, pas le chef de l'État. Je suis allé à la suite de la première dame de la République, Olive Lembe. Et nous sommes allés faire notre travail, le reportage. Très bien. Et nous avons été dans plusieurs de ces fermes, à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi. Et c'est cela l'objet de la visite. On a assisté à la moisson de maïs. On a fait état de la récolte de... Oui, la saison agricole et puis la campagne agricole. En réalité, c'est 8000 tonnes qui est attendue. C'est une ferme privée? Une ferme privée. De la famille présidentielle? De l'individu Kabila et de Madame Olive Lembe. Et qu'en est-il de Bukangalonzo? Bukangalonzo a grimpé. J'ai appris que rien ne marche pour l'instant et que les opérateurs du secteur ont pu abandonner l'affaire et ils auraient même quitté le pays, les Sud-Africains. Donc, vous comprenez... Pourtant, c'est 240 millions de dollars qui ont été investis dans ce projet. Oui, investis, mais ça fait quand même mal, on apprend que c'est un éléphant blanc. Au départ, nous avons dénoncé cet manque de clarté de ce dossier Bukangalonzo, parce qu'en réalité, on ne sait pas combien avait investi le gouvernement congolais, bien que les chiffres étaient celui-là. Mais par la suite, on avait appris qu'il y avait également un important investissement des opérateurs sud-africains. Très bien, vous, en tant que journaliste, je vais terminer par là avant d'ouvrir cette émission. En tant que journaliste, comment vous trouvez-vous ce contraste, l'initiative privée de la famille présidentielle qui émerge, et on a près de tonnes de maïs que tu viens d'énumérer tout à l'heure là, pendant que Bukangalonzo, qui est une affaire du gouvernement, a pratiquement échoué. Ces contrastes-là, comment vous analysez cela? Très bien. Alors, j'ai posé la même question à la première dame de la République pour savoir pourquoi est-ce que, à peu près la même question, pourquoi est-ce que les mêmes énergies qu'ils ont en privé n'arrivent pas à les transposer au niveau de l'État, dans le bien public, mais il se pose un problème de mentalité en RDC. Tout ce qui est de l'État congolais, on est capable de les détruire. Hein, même l'attitude des travailleurs vis-à-vis de ce bien public, et c'est comme ça la raison pour laquelle vous voyez les secteurs privés en train de prendre de l'ampleur. Qui détruisent, mais c'est les travailleurs qui détruisent. Vous avez les écoles de l'État, il suffit de voir dans quels états se trouvent ces écoles. Vous avez à l'époque les lacs, les lignes aériennes congolaises aujourd'hui n'existent plus. On peut prendre plusieurs cas de cette manière-là où l'État s'est trouvé défaillant vis-à-vis de ses propres biens. Mais la responsabilité, Moïse Zouba, c'est la responsabilité est partagée. S'il faudrait réfléchir en termes de responsabilité, établir de responsabilité de l'échec de Bukangalonzo, ça reviendra à qui? Ça revient au gouvernement, ça revient également à Joseph Kabila, parce que c'est lui qui est le pivot. L'initiative privée c'est lui qui doit donner l'impulsion. C'est lui qui doit sanctionner quand ça ne marche pas. Nous devons, en réalité, avec la chute de Bukangalonzo, on devrait au moins avoir plusieurs autres personnes
en prison ou devant le cours des tribunaux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il se contente à protéger ceux qui commettent des actes, des antivaleurs. Il les garde dans sa gibecière, il les protège en réalité. Et voilà l'essence de l'impunité de ce gouvernement et de ce régime. Merci beaucoup Edmond Izouba, mais je voudrais quand même aussi tirer glisse un mot. Qu'en est-il des vaches? Nous avions appris que les vaches les vaches de Kouilou ont été achetées par le gouvernement pour être finalement servir de nourriture aux Congolais. C'est hébergé à Boukangalonzo, au parc du président de la République Kingakati. Qu'en est-il de ce projet, si tu as des informations par rapport à... Malheureusement, je n'ai pas d'informations par rapport à ce projet, mais je constate, comme Izouba et comme vous ici sur ce plateau, que l'initiative du gouvernement appelé Boukangalonzo, qui était un projet pilote, un projet qui s'est réussi, c'est 240 millions de dollars devait être reproduit dans d'autres provinces pour relancer l'essor agricole de la RDC. C'est un projet qui a échoué. Et ça relève justement, enfin, ça repose des questions sur la conception des projets en RDC. Beaucoup de gens ont décrié ce projet de Boukangalonzo qui a été fait par des experts non qualifiés congolais d'ailleurs, que nous avons ici. Le Sud-Africain, non? C'est les Sud-Africains qui ne connaissent pas tous le Congo. Nous avons ici au Congo des experts agronomes formés, bien formés dans ce pays, qui leur avaient dit, à travers des rapports qui existent bien depuis longtemps, que le sol de Boukangalonzo n'était pas approprié pour la culture de maïs. On leur avait bien dit que Boukangalonzo était... Mais pensez-vous que l'État n'était pas si autant averti pour... L'État a fait fi de tous ces rapports, toute expertise congolaise a préféré prendre cet investissement... Ah, ça, il faut la poser la question. Je ne suis pas l'État. Je ne sais pas qui a planifié ce projet, mais je constate avec vous que les personnes qui ont conçu ce projet l'ont fait à forte coût, mais pour rien. Et comme l'a dit Edmond, il faudrait nécessairement qu'on puisse tirer les conséquences de cet échec. Alors comment expliquez-vous ces contrastes? Edmond Izouba a parlé de l'agriculture, de récolte, du site agricole du Maman Olive Lembe et le président Joseph Kabila. C'est une initiative privée qui émerge quand même. On a des tonnes de maïs. Pourtant, un projet de l'État où il y a eu des millions investis a accouché d'une souris. Comment expliquez-vous cela? Sur ça, justement, j'aimerais que Edmond Izouba puisse rectifier quelque part, dans le sens que la Constitution de la République interdit au chef de l'État de faire du commerce. Le chef de l'État est soumis au statut d'agent public de l'État. Il ne peut pas faire de commerce. Il ne peut pas exercer une entreprise commerciale. Il ne peut pas concevoir une entreprise qui peut porter des effets lucratifs. Si c'est sur le coup de Mme Olive Lembe, c'est une personnalité non institutionnelle, elle peut le faire. Mais pour le président de la République, il ne peut pas être détenteur d'une entreprise. C'est une œuvre de charité. Hein. Il ne peut pas être détenteur d'une entreprise. Non, il ne faut pas tromper. Ils ont investi beaucoup d'argent là-bas. On ne va pas donner le maïs gratuitement aux gens. Ça sera vendu. Alors pour ça, j'aimerais qu'on puisse s'entendre. C'est l'œuvre de Maman Olive. Je pense que Izouba ne sera pas contre. Mais comment une œuvre émerge comme ça? Ça représente quoi pour le près de 100 millions de Congolais? C'est ça justement, quand vous parlez d'émergence, je me pose la question, ça émerge dans quel sens? Est-ce que ces récoltes-là vont résorber quelle quantité de marché? Est-ce que ça va se déverser sur quel marché? Est-ce que le consommateur lambda va être touché à combien de pourcents? Il faut qu'on fasse des calculs. Le problème de ce pays, c'est que nous faisons les choses peut-être à la porte-pièce, à la va-vite, pour les feux, des paillettes, pour impressionner le public, pour dire qu'on n'est pas resté sans croiser. Mais on ne répond pas à une planification structurelle. Nous avons un ministère du plan qui va vous dire, il faut nécessairement qu'on puisse réfléchir. Une production de maïs de autant de tonnes doit être écoulée sur tel marché qui contient autant de personnes et pour autant de temps. Et est-ce que cette entreprise est pérenne? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, Izouba qui était sur les lieux, peut nous confirmer que cette entreprise peut faire 5, 10, 15, 20 ans? Quand Kabila ne sera pas au pouvoir, est-ce que ça va continuer à exister? Ce sont des œuvres de ce genre que nous avons. J'aimerais juste clôturer en disant ceci, que le malheur de ce pays, c'est que nous sommes dans le conjoncturel. Nous ne faisons jamais des projections pour l'avenir et pour la postérité. On ne répond pas aux besoins de notre hymne national qui veut que nous puissions agir pour la postérité. Il faut que nous puissions poser les jalons d'aujourd'hui pour ceux qui doivent se faire, qui doivent produire des effets à long terme. Il ne faut plus qu'on arrive à faire des choses pour le besoin des beaux yeux, pour qu'on puisse parler de nous. Alors on a parlé des choses planifiées. Edmond Ipengler, un élément très capital, tu auras la parole après.
On a annoncé, Matata Ponyo, je rappelle, alors Premier ministre a annoncé avec pompe le projet Bukangalonzo où plusieurs millions ont été investis, une inauguration en présence du chef de l'État, mais un projet qui finalement il s'avère un éléphant blanc qui a accouché d'une souris. En termes de responsabilité, s'il faudrait établir des responsabilités, à qui revient la responsabilité des Bukangalonzo? Mais le gouvernement, c'est un projet qui était porté par le gouvernement de la République en partenariat avec des investisseurs sud-africains. Ils avaient pour objectif de pouvoir servir. C'est-à-dire que Matata Ponyo aujourd'hui doit répondre, nous expliquer comment est-ce que... Quand on parle du gouvernement, il faut qu'on puisse arrêter de parler de personnes. On ne peut pas continuer à parler de personnes. Le gouvernement, c'est une institution. Mais il était au nom de la continuité de l'État, la responsabilité... Oui, le gouvernement actuel a hérité du passif et de l'actif des anciens gouvernements. Et donc, si ce gouvernement avait estimé que Bukangalonzo n'était pas un bon projet, ils auraient pu le réorienter ou l'arrêter. Qui sait, peut-être que c'est ce gouvernement qui a fait que Bukangalonzo puisse être enterré. Alors, si le procureur général de la République, qui nous suit peut-être, a besoin d'un audit, de rendre compte par rapport à la gestion, la mégestion de ce projet, à quel individu doit-on directement se référencer? Non, mais le PGR est très fort en ce qui concerne comment on appelle ça, les mandats d'information, tout ce qui concerne quand il s'agit des politiciens, c'est facile, on veut chercher les informations. Pas pour des projets de développement comme ça. Pour ceux qui concernent les projets qui touchent les milliers de Congolais, on attend toujours sa réaction. Ce n'est pas à moi de lui dire comment faire son travail, mais il sait très bien que ce qui concerne la mégestion, les détournements en RDC, il y a vraiment travail à faire. Merci beaucoup Thierry Zani Bongo à la première participation depuis le format Bédédou Jésus. Oui, juste à rectifier, parce que Matata, c'est lui qui était le promoteur de ces projets. Et on doit vite se rappeler que ces projets étaient non budgétisés. Donc comment est-ce que beaucoup de millions de l'État congolais a été déboursés? Et personne n'en parle, hein. C'est normal. Oui, il a été champion en dépenses de prestige. Donc déjà sur les dépenses hors budget. C'était des dépenses tout à fait arrogantes. Donc il faut suivre. Ça frôle la corruption. Oui, si, effectivement, ça c'est le détournement. Moi j'ai dit derrière ça, derrière ces projets, il y avait des pots de vin. Il faut suivre de très près, lui, les promoteurs. C'est qui va suivre de très près? La justice. Alors, maintenant, pour comparer les deux projets, Ferme Espoir et puis Bukangalonzo, c'est-à-dire, il n'y a pas eu la même méthode. Les individus, Olive et Kabila, et de l'autre côté, ils n'ont pas utilisé la même méthode. En fait, là-bas, ce que j'ai appris, et ça a été même confirmé par les travailleurs, on s'est servi des autochtones, trouvés sur place qui avaient de petits champs. Et c'est ça ce qui fait même la capacité de production de cette ferme. Parce qu'ils ont commencé quelque part. On a outillé les artisans. Aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur et ils occupent maintenant des vastes étendues. Donc, ce sont des terres des autochtones qu'on a achetées, ce qu'on appelle les propriétaires des terres. On leur donne des moyens pour survivre, en même temps on leur emploie. Et chaque mois, ils bénéficient des gratifications qui ne leur permettent même pas de se déplacer. Merci beaucoup, Ejouba. On a aussi voulu que ce soit pareil à Bukangalonzo. Oui, à Bukangalonzo, malheureusement, il y avait... C'était une autre entreprise, de toute façon. Non, mais c'était une autre entreprise, mais il y avait possibilité de co-gérer ces projets avec des autochtones. Là-bas, on a appliqué plutôt le bâton à la place. Voilà, rapidement, on va lire les journaux parus ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. 48 ans après les obsèques de son mari, Mama Olangi s'en est allée. Triste nouvelle, nous profitons de cette émission. Nos condoléances à tous les chrétiens du monde, particulièrement à la famille Olangi et l'église centre mission combat spirituel, je vais en dire. Le courrier de Kinshasa revient sur le même titre, ministère de combat spirituel, décès brusque des mamans Olangi, élection 2018, ça c'est un autre titre. La plateforme Palou et Alliés affiche ses ambitions. Panoscope, dont l'éditrice est responsable est Nicole Mboyo. Tu connais Nicole Mboyo? Il revient sur Sifemsi en deuil, Maman Olangi Osho réellement morte, s'est exclamé ce journal. L'objectif aussi, qui parle cette fois-ci de Palou et Alliés, annonce un candidat président, et puis en vue d'un fonctionnement harmonieux aux affaires foncières, ça c'est un autre titre, peut-être. Là je connais l'éditrice. Et puis pour contrer ce qui a tout l'air d'un complot,
Sauvons le Congo dans une tribune. Un analyste appelle à la mobilisation générale. C'est le titre du forum des As. Et puis, Mouzito, c'est Jean-Pierre Bemba. Edmond Uzouba peut-être va nous éclairer un peu plus sur ce sujet. On va terminer par la prospérité. Nouvelle tentative de balkanisation RDC. Le front intérieur de nationalistes interpellés. Mais aussi ces titres, hein. On commence d'ailleurs par ça. Edmond Uzouba, tu ouvres la balle et puis on va prendre Thierry Bongo. Elisabeth Olangui Wosho, mort confirmée. Edmond Uzouba, nous avions tous appris la mort de Papa Olangui, affectueusement appelé Papa Olangui par ses fidèles. Ezekiel Olangui, 48 heures juste après son inhumation, c'est Maman Olangui qui part. Comment comprenez-vous cette mort? C'est vrai que c'était la crise cardiaque, comme on l'a appris par Jessica Bassel, qui s'est trouvée être chargée de communication de ce couple. Mais vous, comment expliquez-vous ce décès 48 heures après? En fait, la mort, tout d'abord, n'a pas d'explication. Parce que... oui, il n'a pas d'explication. C'est un coup dur, hein, pour... oui, ça prend l'impromptu pendant qu'on le pense le moins. Et c'est ça même l'essence de la mort. Donc, il y a quand même des gens qui nous préparent déjà à la mort. Mais il y en a d'autres qui nous laissent avec des surprises. Du genre Maman Olangui. Mais aussi, il faut comprendre que c'est là, moi je les lis à la longue durée des obsèques de Papa Ezekiel Olangui. Ça a pris du temps. 8 mois. Et vous savez, dans certaines coutumes, il faut observer le deuil. Et quand on observe le deuil, il y a plusieurs interdits qui interviennent. Alors, je prends aussi cet aspect qui est typiquement congolais. C'est-à-dire, quand vous êtes en deuil, certaines personnes s'érigent en régime de ne pas manger. Tu vois, on peut le voir comme ça moralement. C'est un effet naturel, non? Oui, ben, l'effet naturel, ça peut toucher, mais chez le blanc, ça passe un jour, 2 jours, et puis on oublie. Donc aujourd'hui, les gens ont difficile à accepter cette réalité de la mort. Pourtant, nous nous disons chrétiens. Et le Christ nous demande exactement de laisser les morts enterrer leurs cadavres. C'est que nous n'arrivons pas à le faire, à surmonter cette étape. C'est dur, mais il faut l'accepter, il faut l'avouer. Mais 48 ans de vie commune, c'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais quand Dieu décide, et surtout qu'elle était pasteur, il faut comprendre aussi. Donc, il faut comprendre la réalité. Je crois qu'elle a eu à plusieurs reprises à prêcher sur ces mystères, et en elle-même, elle n'a pas su survivre. Et après, j'ai appris que bien avant, elle aurait eu un coup de AVC qui ne l'a même pas permis de se présenter aux obsèques, proprement dites, ici à Kinshasa. Et puis après l'AVC, et puis c'était directement sa mort. Donc c'est tout à fait regrettable. Et donc moi j'ai demandé... même sur sa résurrection. Ah, c'était vraiment, vous savez... les Congolais sont habitués à des rumeurs, même quand c'est irréel, mais on accepte quand même. Nous avons connu le même coup avec Marie Missamo pendant qu'on partait l'enterrer. Il y a eu un pasteur, Kaboundou Alessa, qui disait... elle va ressusciter. Bon, en fait, on cherche aussi à faire du show autour des cadavres. Bon, on en crée aussi d'autres cadavres. Donc il faut seulement se dépassionner dans ces genres de réalité. Il faut l'assumer, il faut le prendre comme tel. Aujourd'hui, quelqu'un peut mourir et accepter cette réalité. Alors le ministère de combat spirituel reste orphelin de Papa et Maman Olangui, qui étaient pratiquement les guides de cette église. Aujourd'hui, quel avenir pour l'église combat spirituel? Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste insister sur un point important qui peut être aussi la cause du trépas de Maman Olangui. C'est cette affinité qu'elle avait avec son époux. Très bien. 48 ans de vie commune. 48 ans de vie commune, c'est... Non, Maman Marthe en a fait plusieurs. Maman Marthe n'a pas encore enterré son mari. Oui, mais elle résiste. On risque de vivre le même scénario. Nous sommes en train de parler de 2 cas différents. Maman Marthe n'a pas encore enterré son mari. À moins que vous me dites que son mari est enterré. Papa Olangui, c'est 48 ans de vie commune, c'est 48 ans de ministère ensemble, c'est 48 ans de partage, c'est une complicité à outrance. Des papas à maman qui détenaient la vision? C'est maman qui détenait la vision, mais la personne qui l'a matérialisée, qui l'a
donné la forme, c'était Papa Olangi. Papa Olangi, c'était un architecte, un ingénieur architecte. C'est une personne qui est rompue dans l'organisation. Il avait cette capacité intellectuelle d'organiser cette grande machine qui était ce ministère, parce qu'il faut le dire qu'avoir un ministère qui va au-delà des frontières, dans plusieurs pays, dans le monde, il faut reconnaître qu'il faut avoir un certain sens d'organisation pour que cette machine puisse bien fonctionner. Et donc Papa Olangi avait cette capacité-là de pouvoir organiser le ministère, et l'organisation, vous savez, nécessite une certaine intelligentsia que Papa Olangi organise. Alors Maman Olangi est devenu orphelin de son principal métronome, son principal organisateur. C'est un coup dur, hein? C'est un coup plus que dur, c'est l'époux, c'est le sentiment, c'est la raison, c'est le cerveau pensant du ministère qui est Alors parti. maintenant que papa et maman ne sont plus, quel avenir pour cette église quand on sait que généralement ça se succède, hein, de père en fils? En fait, c'est que la plus grande crainte que nous avons, nous, bon, je ne suis pas de cette église, la plus grosse crainte que nous avons, c'est que de manière générale, en Afrique, on a difficile à préparer la succession. Hein, rares sont ces personnes qui se disent que voilà, bon, c'est vrai, cette œuvre ne peut pas, doit vivre au-delà de moi, doit vivre au-delà de ma personne, doit devenir une institution. En Afrique, on a difficile à concevoir cela. Et ça se voit même au niveau politique. Vous voyez des partis politiques, dès lors que le président n'est plus, le parti se c'est pas dans les églises, hein? Dans les églises, ça existe aussi. C'est des pères en fils. Et des églises. Tshisekedi n'est plus, c'est Félix Tshisekedi. Il y a combien d'UDPS? Les UDPS se sont multipliés. Donc, je dis que même dans les églises, c'est pire. Hein. Enfin, dès que l'initiateur n'est plus, s'il n'a pas su préparer un successeur qui partage sa vision, ça devient compliqué dans la succession. Maintenant, le problème, c'est que nous n'avons pas de lisibilité ou de visibilité par rapport à la succession de ces fortes personnalités qui étaient le couple Olangi. Donc, maintenant, on regarde, on observe, mais d'observateurs, on va constater que les vieux démons qui appelaient déjà division quand ils étaient en vie risquent de surgir aujourd'hui si les choses ne se font pas autant bien spirituellement que de manière sociétale. Mais ce que moi je constate, c'est que tout ce qui appartient au ministère est frappé du sceau Fondation Olangi. Fondation Olangi. Les concessions de la 17e rue, l'ex-école Béré, il n'y a pas qu'ici à Kinshasa, c'est une grande communauté internationale à travers le monde. Tout ceci est frappé du sceau Olangi Wocho Fondation. Donc demain, ça sera nous ne serons pas surpris de voir le fils ou la fille. On ne peut pas être surpris dès lors que la succession au niveau de la fondation se fait ainsi. Parce que même au niveau de la fondation, il faut reconnaître que c'est le couple qui chapeautait. Qui était derrière eux, moi je ne sais pas, peut-être qu'Edmond le sait, mais c'est ça deviendra un feuilleton judiciaire. Vous avez une minute avant de boucler complètement ce sujet. Hein, en toute objectivité, qu'est-ce que vous retenez de ce couple et de leur évangile, combat spirituel? Bon, je n'ai pas été formé ni éduqué pour porter des jugements sur les hommes de Dieu. Mais de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé hier avec la nouvelle de sa résurrection, j'ai vu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la foi en Christ, mais se sont plutôt livrés à la foi aux personnes que Christ a envoyées. Et j'aimerais juste demander à nos frères et sœurs de revenir un petit peu dans leur foi intérieure pour dire que leur foi ne dépend pas des hommes qui nous prêchent, mais leur foi dépend de la relation qu'ils ont avec Dieu. Et je vois par là aussi cette façon subjective que les gens ont d'idolâtrer quelque part leur pasteur. Hein? Je pense que Maman Olangi et Papa Olangi étaient de fortes personnalités spirituelles, indéniablement, mais il est demandé aux chrétiens de pouvoir prier Christ et non leur pasteur. Merci beaucoup, Thierry Bongo. Et bon, c'est la même question. Hein? Qu'est-ce que vous retenez de manière objective de la prédication de l'évangile de Papa et Maman Olangi et de ces deux personnes donc, en ce couple? Oui, vous savez, bon, moi, je n'étais pas aussi assez fidèle hein, à cette église, mais j'apprenais quand même qu'il y avait, en dehors même de l'évangile, une certaine organisation où vous voyez des organisations homogènes, même à l'université de Kinshasa où j'ai eu à passer mes études, je voyais les jeunes de ce ministère en train de se regrouper et faire leurs prières. C'est quand même, ça donnait une très belle impression. Mais aussi, il y a un aspect, je dirais, négatif que cette église a donné hein,
aux chefs de tout le monde, et aux gens qui n'ont pas eu le temps à fréquenter ces ministères, c'est-à-dire ils passaient tout leur temps dans des prières et on imaginait moins le travail. Donc on ne prêchait pas la vie quotidienne de fidèles. Et puis en plus de ça, on orientait... Ça c'est le côté négatif. Ça c'est le côté négatif. Et puis il semble-t-il, ça je ne confirme pas, il y a beaucoup de couples qui étaient divorcés sur base des témoignages, sur base des prophéties. Vous estimez que c'était un évangile très dur? Je ne sais pas leur croyance, non plus leur foi, mais sinon, ça donnait une mauvaise connotation dans la société. Donc les gens étaient de plus en plus réservés vis-à-vis de cette église. Et je connais beaucoup qui ont quitté cette église à cause de ces prophéties de la pauvre Maman Olangi. Voilà. Rapidement, c'était de manière objective. On a reçu les avis des confrères ici des uns et des autres sur le décès du couple Olangi Oshop, qui d'ailleurs nous présentons les condoléances à la famille et à toute la communauté chrétienne de la RDC. Rapidement, nous allons prendre ce thème. Et bon, tu as la parole. Hier, la ville était bercée par ces rumeurs. D'abord, la mort et la résurrection de Papa Olangi. On va commencer par la résurrection de Maman Olangi. On va commencer par Thierry Bessigna, la réalisation. Et puis, c'était encore cette rumeur, Jekoko Mulumba décédé. Hier, il y a eu la peur dans le ventre de militants de l'UDPS, mais aussi de sa famille. À Kingabwa, des mouvements terribles, des jeunes qui ont manifesté pour condamner. Finalement, on a appris que c'était juste des folles rumeurs. Mais on nous apprend ce matin que Jekoko Mulumba va très mal. Oui, effectivement, selon les informations en possession, Jekoko Mulumba se trouve dans un état de santé très précaire et très préoccupante. Mais je retiens aussi que le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Alexis Tambwe Mwamba, avait déclaré sur les antennes de Top Congo que s'il s'avère que Jekoko Mulumba se trouve dans un état où les soins appropriés ne peuvent pas être administrés en RDC, le ministère de la Justice ne refusera jamais son transfèrement pour des soins à l'étranger. Reste à savoir maintenant au niveau de ses avocats à quel niveau se trouve la démarche pour son transfèrement. Il a dit ce matin sur Top Congo FM qu'il n'a pas de documents venant du médecin de Ngalima attestant que Jekoko Mulumba devrait être évacué. Ça c'est lui qui le dit, mais je sais et que le problème de santé de Jekoko Mulumba ne se trouve pas sur sa table aujourd'hui. Ça fait bien longtemps. Depuis, je crois, plus de 1 mois et demi, je suis en contact avec l'un de ses avocats, Maître Bosso Kapan, qui me dit que Jekoko, c'est pratiquement l'inhumanité qui a caractérisé notre justice. On l'a pratiquement tenu des audiences dans sa chambre d'hôpital. Ce n'est pas une mise en scène, ça? Non, mais écoutez, si c'était une mise en scène, je pense que les médecins n'auraient pas accueilli Jekoko à l'hôpital plusieurs jours, plusieurs semaines. On a vu, pourquoi l'aurait-on gardé là-bas si il n'avait aucun problème de santé à l'hôpital pendant plusieurs semaines avant de le ramener à la prison? Moi, je crois que la vie est sacrée. Jekoko Mulumba est un citoyen congolais comme les autres. Si on a pu permettre à Moïse Katumbi de pouvoir partir se faire soigner à l'étranger, il est entré dans son avion. Constant Omari aussi. Voilà, Constant Omar, on l'a libéré, il est parti se faire soigner. Ils sont partis sur leurs jambes jusqu'à l'aéroport, monter dans l'avion. Pourquoi ne le feront pas à Jekoko Mulumba, qui a aussi le droit d'avoir des soins de santé? Pourquoi voudriez-vous qu'on puisse permettre à une personne mourante d'aller se présenter devant son juge et ne pas se présenter devant son médecin? Alors j'aimerais quand même éclairer quelque chose ici, d'ailleurs pour aider aussi nos téléspectateurs. Quelle est la faute exacte que Jekoko a commis et qui l'a amené jusqu'à rester 2 mois dans un cachot à la nerf et puis être amené à Makala? Est-ce par le simple fait qu'il a baptisé un pont Étienne Tshisekedi, ou au-delà de ça, il y a d'autres considérations que le public ignore? Bon, sans vouloir entrer dans des considérations toutefois politiciennes, Jekoko Mulumba est poursuivi pour des faits pseudo-politiques. On l'aurait accusé d'outrage au chef de l'État. On l'aurait accusé d'autres faits dont je n'ai plus souvenance maintenant.
Et le procès était en cours, la procédure était en cours. Vous savez que l'infraction d'outrage au chef de l'État ne figure plus dans notre code pénal, mais on ne sait pas par quel moyen. Jusqu'à-là, on n'a pas encore établi la culpabilité. Par quel moyen, voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas encore jusqu'à n'a pas encore touché le fond de la question. On est encore dans des questions de procédure. Mais est-ce une procédure normale? Vu l'état de santé, on ne sait pas aller dans le fond. On attend, les avocats ont initié des actions pour qu'on puisse obtenir une libération provisoire. Et c'est dans cette procédure-là dans laquelle ils sont encore à présent. Et maintenant, nous sommes encore en train d'observer. On n'a pas encore touché le fond, c'est ce que je veux juste dire. Le fond de la question de sa condamnation, on n'a pas encore été touché. Mais ça, justement, là, on se pose des questions. Est-ce qu'une personne qui a été élue plusieurs fois à Kinshasa, qui a des résidences ici, peut fuir pour qu'on puisse l'astreindre à résidence surveillée au niveau de Makala? On se pose des questions par rapport à la procédure prise pour lui. Et si ce n'est que pour ces problèmes-là, où il n'y en a pas peut-être d'autres que nous connaissons donc pas. La raison est ailleurs et dans la politique. Hein. Faudrait-il conclure de visu, on sait voir que la raison est extrajudiciaire et que des raisons politiciennes se trouveraient aussi au centre de son incarcération. Alors, la mobilisation au sein de l'UDPS, on rappelle qu'il est de l'UDPS, ancien du MLC, mais actuellement de l'UDPS. On ne sent pas trop l'implication de quelques cadres de l'UDPS hein, par rapport à sa libération. C'est là justement où, avec des amis sur les réseaux sociaux, nous indignons un peu. Hein, on aurait vraiment voulu voir l'UDPS, son parti, faire des mobilisations de masse pour un cas comme celui de Gekoko. On aimerait bien voir l'implication réelle. C'est un Winifredin au sein de l'UDPS. Si c'est le cas, alors pourquoi... Est-ce qu'en politique, on peut considérer un acteur politique de Winifredin? Je crois que c'est une erreur de le penser ainsi. Toutes les personnes militantes de la base au sommet sont importantes dans un parti politique. À plus forte raison, un député élu doublement. Alors je crois que l'UDPS doit vraiment revoir certaines réalités de son combat. Les personnalités comme Gekoko devraient être le porte-étendard du combat de l'UDPS. On devrait voir l'UDPS dans la rue réclamer, dans les procès être présent. On ne sent pas l'application de l'UDPS. C'est le problème de la cage maintenant et les sociétés civiles. Et bon, Izouba, il n'y a pas que Gekoko Moulumba. On en parle aujourd'hui, on parle du cas Gekoko. Mais on a parlé tout récemment, dans un passé très restreint ici, récent plutôt, on a parlé de Mouyambo. On a parlé de Mouyambo, on a parlé de Domi, on a parlé de Franck Diongo, etc. Et finalement, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bien? Ça remet en cause, en surface un peu, ces problèmes de l'incarcération et la décrispation la politique. On a aussi parlé de Carbone Béni, qui est activiste Filimbi. 100 jours à la mer. Oui, plus de ça, plus de 100 jours. Est-ce que l'on aura le droit d'incarcérer un individu pendant 100 jours? Il n'y a aucune réglementation autour de ça. Si. Je crois qu'ils sont dans l'abus, comme toujours, parce que en réalité, le prison de l'ANER, les cachots de l'ANER, en principe, c'était des gardes à vue. C'était pas garder quelqu'un au-delà de 48 heures. Non, ça, c'est l'administration. Donc, au contraire, à l'ANER, on trouve des cachots, des tortures, et puis où les gens ne sont pas dans de bonnes conditions, leur incarcération est tellement très critiquée vis-à-vis des ONG de droits de l'homme. Mais aussi, il y a un aspect important à épingler dans ces dossiers des Gekoko, c'est qu'il souffre de problèmes des reins. Une maladie qu'il aurait attrapée, d'après le médecin, au cachot de l'ANER. Et aujourd'hui, ça le crée des ennuis. D'après les explications que j'ai de la part de ce médecin, son évacuation a été demandée depuis belle lurette, parce que ici, en RDC, il n'y a pas de plateaux techniques spécialisés pour traiter ces cas et les guérir. Donc, je crois que c'est la sourde oreille qu'a voulu faire Alexis Thambwe Mwamba comme ministre de la Justice, comme il est habitué dans des procès politiques. Pour la majorité présidentielle, c'est vraiment un monstre à éliminer. Gekoko, on le considère comme ça. Et puis quand on entre même dans le propos outrageant où on semble qu'il aurait outragé le président de la République, mais ce n'est pas le lien de Gekoko. Bon, heureusement, le dossier n'est pas encore dans son fond, mais j'aurais appris qu'il aurait été condamné pour 24 mois. Donc, il faut un peu d'humanisme, comme Thierry l'a dit. Ce sont des adversaires politiques, on n'en disconvient pas, mais
la sacralité de la vie humaine. Il faut en prendre compte, c'est constitutionnel. Vous ne pouvez pas aujourd'hui fouler aux pieds tous les argumentaires avancés par les avocats et par le médecin traitant de Gekoko Mulumba. Alors, donc là, on fauche même la procédure parce qu'il y en a d'autres qui ont bénéficié, je ne dirais pas de cette grâce, de ce droit, qui sont allés se souvient de Constant Marie, Constant Marie, je ne sais pas malade ou pas, mais il a quitté ici avec ses pour des raisons médicales. Pour des raisons médicales. Moïse Katumbi aujourd'hui, Moïse Katumbi également. Pourquoi pas Gekoko, qui d'ailleurs serait dans une civière en train de partir. Donc c'est ça, donc c'est question d'humanisme. Les ministres doivent comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a un problème arrivé à Gekoko, ça sera pire pour lui et pour son gouvernement. Est-ce que ça ne remet pas en cause aussi un peu les maisons d'incarcération, nos prisons, la qualité, le traitement, etc. Le problème, ça se remet en cause. Hein? Oui, il faut remettre en cause tout ça et surtout fermer les cachots de l'ANER. L'ANER n'a pas l'obligation de mettre ou de placer des gens dans des cachots et de les torturer. Il semble qu'il y a même des ceintures électriques qu'on place les détenus. Donc, il faut revoir tout ça. Est-ce que dans les statuts de l'ANER ou dans la loi portant création, il semble-t-il que c'est une ordonnance d'ailleurs, dans cette ordonnance, on donne l'autorisation à l'Agence nationale des renseignements d'être équipée de ce genre de cachots. Non, là c'est envoyer les gens à la mort. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens ont une mauvaise connotation de ces services de renseignement, et ce qui m'étonne, pourquoi est-ce que ce service s'accroche toujours dans des dossiers des acteurs politiques? Pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail? Et pourquoi le procureur général de la République, malgré toutes ces dénonciations des agences de droits de l'homme, ne fait absolument rien? Voilà. Donc, Yangui Souroche, nous ne savons pas aujourd'hui si réellement les institutions judiciaires sont politisées. C'est ça l'impression que ça donne. Parce que tout ce qui vient de la majorité présidentielle, c'est du coup appliqué. Aujourd'hui, nous avons aussi entendu les extraits sonores de Mirindi qui est allé dans, semble-t-il, dans une démarche intellectuelle. Pourtant, il y avait des mains cachées derrière ça. Merci beaucoup. Il faudrait qu'aujourd'hui... C'est vrai, je sais que c'est impossible pour le PGR de le faire parce que par moment, il sacrifie même ses siens. Je dois rappeler ici que Muyambo est le filleul du procureur général de la République, mais il est obligé de le sacrifier. Merci. Pendant que Muyambo était sérieusement malade et le confirmé même par le médecin. Le procureur général de la République a refusé et a pris Muyambo et voilà. Merci beaucoup, madame, monsieur. 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va rapidement prendre le dernier thème. Je donne la parole à Thierry. Tu as 2 minutes, Edmond 2 minutes et puis 1 minute pour conclure l'émission. Messe noire à Bruxelles et Paris contre la République démocratique du Congo a dénoncé hier chez Okitundu. Thierry Bongo, cette question, peut-on dire, comme l'a titré d'ailleurs l'Avenir aujourd'hui, que Kabila est sous pression? La pression, Kabila est sous pression depuis le 31 décembre 2016. Dès lors que son mandat a pris fin, le président de la République est devenu sous pression. Il ne faut pas se voiler la face. Sous pression de sous pression de la communauté nationale d'abord, et la communauté internationale. La communauté nationale interne, parce que la communauté nationale attendait de lui le passage pacifique et organisé du pouvoir, comme il l'avait promis à la fin de son mandat. Nous sommes arrivés en décembre 2016, il n'y a pas eu cette passation de pouvoir. Alors aujourd'hui, on peut parler de l'Angola, on peut parler de Kigali, on peut parler de la France, on veut bien. Mais on doit parler du Congo. Déjà en interne, Joseph Kabila se trouve sous une pression intense des organisations de la société civile, de l'Église catholique, des partis politiques de l'opposition et des mouvements tout à fait engagés. Je peux dire aujourd'hui que ce qui se passe actuellement devrait donner des leçons à tous les dirigeants de la RDC, à tous les niveaux qu'ils soient. Il ne faut jamais s'accrocher au pouvoir par besoin de l'être. Le pouvoir, c'est un partage communautaire. Le pouvoir, on ne l'a pas pour soi. Le pouvoir, on l'a pour les autres. Parce que si vous êtes au pouvoir, il n'y a personne à gérer. Vous gérez quoi? À part aussi de votre pouvoir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se fait au niveau de la France, de l'Angola, de Kigali, dénoncé par la majorité présidentielle, n'est que normal. C'est
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui a donné la qualité de figurer en donneur des leçons de démocratie à la RDC? C'est le pouvoir en place qui a donné la parole à ces organisations. Est-ce que l'Angola est une référence en matière de démocratie? L'Angola est président de la SADC et il agit en tant que SADC. Le Rwanda, Paul Kagame est parti en France en tant que président de l'Union africaine. Il agit en tant que tel. Au nom de l'intérêt de l'Afrique, au nom de l'intérêt de l'Union africaine, Paul Kagame est parti discuter des questions du Congo. On peut tout dire. Il doit d'avoir des initiatives sur la RDC sans consulter la RDC ou sans les autorités. On parle de quelles initiatives? Le fait de parler, de discuter, d'évaluer, c'est ça être... Mais justement, Kinshasa voit mal cette initiative. Pourquoi je pose la question à Kinshasa, pourquoi il verrait mal la souveraineté est en train d'entacher si on discute du Congo? Si votre voisin avec qui vous partagez le même mur, vous entendez des sons de bombes, des cris, des pleurs, là-bas, vous n'allez pas être intéressé. Ailleurs, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Il y a un problème à côté. Ça peut venir chez vous. Le feu prend chez le voisin. Les maisons sont mitoyennes. Vous pensez que le feu ne peut pas arriver chez vous? Vous dormez calmement, vous dites, voilà, c'est chez moi. Non, qu'on ne se leurre pas. L'Angola, le Rwanda a intérêt. Ils ont intérêt à la stabilité en RDC. Comme toute l'Afrique. Si la RDC aujourd'hui est dans une vague d'instabilité, comme ça s'est passé en Centrafrique, comme ça s'est passé dans d'autres pays d'Afrique, ça n'aura pas la même répercussion. Ça aura une répercussion continentale. La RDC est au cœur de ce continent. Elle a une importance non seulement continentale, mais aussi mondiale. Alors, laissez le monde s'intéresser à la RDC, parce qu'en réalité, le monde s'occupe de la RDC déjà. Mais vous avez un budget qui est géré à plus de 50, qui dépend à plus de 50% de la manne étrangère. Cette question, mais la RDC, Joseph Kabila n'a pas dit qu'il allait se représenter. Joseph Kabila a dit qu'il allait organiser les élections le 23 décembre. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à Joseph Kabila? Mais écoutez, c'est là moi je me pose des questions. Avez-vous vu dans ce communiqué des reproches? Non, on a juste rappelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi l'accord de la Saint-Sylvestre fait tant mal aujourd'hui à la classe politique? On se pose des questions. Pourquoi l'accord qu'ils ont signé librement, en paix, sans armes, sans pression, peut aujourd'hui leur faire tant peur? On se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas qui est différent de ce qui a été déjà dit? On ne fait que répéter, rappeler. Rappelez vos engagements. Parce que le Congolais a démontré depuis un certain temps qu'il ne respecte pas ses engagements. Il peut dire oui aujourd'hui et sur un coup de tête le soir, il change. Raison pour laquelle il faut lui rappeler chaque fois. Comme à l'école, rappelle-toi que tu avais dit ceci et que tu t'es engagé dans ça. C'est simple à savoir. Moi, je crois que la communauté internationale ne fait que son rôle moral en tant que partenaire de la RDC. Nous sommes tous partenaires. Nous sommes dans un monde globalisant. Nous sommes dans un monde globalisant. Nous sommes tous partenaires, nous sommes tous membres de la communauté internationale. Parce que souvent, on a l'impression de dire, la communauté internationale. Nous sommes aussi membres de la communauté internationale. Voilà, merci beaucoup Thierry Bongo. Edmond Izouba. Choki Toulou est allé voir Moussa Faki, mais aussi Guterres, à qui Kabila a remis une lettre pour remettre à ces deux personnalités. Une lettre à plus fermée. Très bien. Quels seraient les contenus d'après vous de cette lettre? Non, je ne sais pas, mais peut-être une réplique, mais ça sera vraiment à une épée dans l'eau. Parce que... À la France ou à l'Angola? Oui, parce que réplique la position de la France, la position de ces deux pays, mais aussi parce que sur le plan diplomatique, la RDC n'existe plus. Hein. On peut considérer ça comme ça, parce que... dire ça, Choki Toulou. Oui, non, il faut précéder des actes. Il ne faut pas agir en retard. Anticiper. La RDC a assez encaissé des coups, hein, diplomatiquement parlant. Il se trouve dans un état de détresse. Donc, aujourd'hui, n'importe quel coup aura apporté la RDC et ça sera nul et sans effet. Donc, on a déjà assez perdu et moi je me demande pourquoi est-ce que le président de la République devrait encore s'entêter face à cette réalité. Il doit plutôt s'assumer. Hein, ils ne sont pas en train de rencontrer quand même des mensonges. Hein, quand on rappelle qu'il y a l'accord, on rappelle que la Constitution n'est pas respectée, nous devons retourner dans l'ordre constitutionnel et tout ça. Et puis le pays voisin à qui nous partageons pratiquement les frontières sont victimes de nos réalités. Aujourd'hui, l'Angola héberge combien de réfugiés congolais? Le Rwanda également. Qui pratiquement... Non, le Rwanda c'est pire. Vous avez des gens qui vivent au Rwanda et qui travaillent au Congo. Voilà, et vice-versa. Donc, vous voyez, ils ont intérêt à protéger leurs
frontières, pour ne pas être infecté par cette vague de rébellion qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, Mende redoute un éventuel complot contre la RDC parrainé par la France. Non, vous savez, on peut tous se douter, sauf de la dynamique interne. La dynamique interne ne veut pas de Kabila. Là, il s'agit de la dynamique externe. Hein. Externe, oui, qui n'a fait que suivre le mouvement interne. Donc, ceux qui se disent en France ou à New York, à Washington ou à Genève ne sont pas étrangers de ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'en réalité, ça provient d'ici. Les sanctions américaines, mais attends, c'était une demande des ONG locales. Les sanctions de l'Union européenne, c'était une demande des ONG locales. Donc rien ne s'applique sans la RDC comme pays. Et puis nous sommes dans un état de droit. Il faut une certaine élégance politique, et je dirais même diplomatique. Il faut voir les choses autrement. C'est-à-dire il faut rester constamment à l'écoute de sa propre population, pour ne pas prendre des décisions de manière alambiquée qui pourra vous mettre en déphasage de votre propre population que vous êtes censé diriger. Donc, j'estime qu'il y a eu beaucoup d'écart entre la population et ses dirigeants, et aujourd'hui, on veut absolument retourner à l'ordre constitutionnel, parce que c'est ça notre boussole qui a été longtemps violée. Ça fait maintenant 2 ans. Et vous savez, même la CENI oublie qu'elle avait un mandat d'1 année pour organiser les élections. Une année est passée, depuis 2017, on est en 2018, la CENI estime qu'on peut encore aller en 2019. On parle de on oublie facilement ses propres promesses et ses propres engagements, et on se laisse être dirigé comme des marionnettes. C'est ça le problème. 30 secondes avant de terminer, on parle d'une éventuelle rencontre entre Joseph Kabila et João Lourenço en Angola, mi-juin. Oui, il peut y avoir des rencontres, parce que c'est ça la solution. Mais est-ce que le président de la République est capable d'écouter et de faire exactement ce que la communauté demande? Je ne pense pas, parce qu'il y en a eu aussi plusieurs autres rencontres. J'aurais aussi appris que le président a eu à décevoir beaucoup de président africain, parce qu'il a donné des promesses farfelues qu'il n'a pas respectées. Donc, vous voyez, il y a même le président sud-africain qui était impliqué, mais par la suite, il a fini par être déçu. Donc, il y a même des importants soutiens qu'avait bénéficié le président de la République aujourd'hui. Il les a perdus, tout simplement parce qu'il ne voulait pas aller dans la droite ligne. Dernière question, Edmond, qu'adviendra-t-il si le 23 décembre, les élections ne s'organisaient pas en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Angola et du Rwanda? Alors il faut, moi j'estime, avec les climats délétères qu'il y a maintenant, des climats préélectoraux, déjà il y a des pancartes de gauche à droite, Kabila, Chikata, Bilé Namilé, et comme j'ai vu au centre-ville de Lubumbashi, oui, éternellement, on reste, on met là éternellement, donc tu vois, c'est quand même une position assez radicale. Vous avez également à Kinshasa, où vous avez des drapelés, des partis politiques accrochés dans le lapendaire, dans le panneau public. À la place de placer des lumières publiques, on place des drapeaux. Donc ça énerve, ça augmente cette colère au sein de la population. Alors cette colère maintenant arrivera à sa fin. Maintenant, la fin c'est quoi la fin de cette colère poussera la population dans la rue, et les deux pays, la communauté nationale, régionale et internationale, ne le sera pas le peuple congolais seul. Peut-être ils pourront aussi agir autrement. Merci beaucoup. On termine l'émission avec Thierry Bongo, quelques minutes. La RDC, qui est un grand partenaire de la France en ce qui concerne la francophonie, menace même de quitter la francophonie si et seulement si la France persistait et signait pour soutenir, entre guillemets, l'initiative qui sera engagée par l'Angola et le Rwanda. Laissez-moi un petit peu rire. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, la RDC est en train de dire que la francophonie n'apportait rien. La francophonie, c'est quoi? Quel est l'apport de la francophonie pour la RDC? On a critiqué, on a minimisé l'apport de l'OIF dans ce que nous faisons ici. Aujourd'hui, vous pensez que ça va ébranler le monde de voir la RDC quitter la francophonie? Non, soyons sérieux. C'est quand même le deuxième pays. L'OIF est une institution internationale. Et comme toute institution internationale, c'est le rapport de force, c'est le rapport d'importance qui compte.
aujourd'hui, nous devons réfléchir sur l'importance que nous reflétons dans le monde francophone. Quel est notre rapport? Quel est notre rapport aujourd'hui? Le nombre. Est-ce seulement le fait que nous sommes un pays démographiquement important pour le monde francophone que nous soyons importants? Non, nous devons réfléchir clairement. Je pense que nous recevons beaucoup de l'OIF. Nous en recevons beaucoup plus que nous donnons. Alors, c'est plutôt une erreur de notre part, comme quand on a refusé d'aller à la conférence des donateurs à Genève, que de dire, voilà, on va boycotter la francophonie, étant donné que vous savez ici ce que la francophonie apporte dans le fonctionnement de nos institutions en RDC. Donc, je crois que ce serait mal pensé pour un gouvernement qui se recherche encore que de vouloir faire le dos rond, tourner le dos à toutes ces organisations. Alors, j'avais posé cette question à Edmond Izouba. Qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qu'on peut attendre du Rwanda ou de l'Angola si celle-ci, les élections ne se tenaient pas au 23 décembre? Ça serait une erreur de penser que la solution viendrait du Rwanda ou de l'Angola. Ce sont des pays partenaires. Est-ce qu'on parle des initiatives? Le message a été clair, il dit attendons voir le 23 décembre. Exactement. Si Kabila, tout le monde observe. Si Kabila n'écoute pas nos conseils, notamment, il n'est pas se représenter, organiser les élections dans le délai, et les pays de la sous-région vont agir. Agir comment? Ils doivent définir ce mot agir. Mais ce que je retiens, c'est que les pays de la sous-région n'agiront pas tant qu'en interne, ici, rien ne se fait. Merci beaucoup. Rien ne se fera. Si rien ne se fait, rien ne se fera au niveau international. Merci beaucoup. Tout viendra d'ici. Merci beaucoup Thierry Bongo. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Ce magazine est terminé. Je recevais pour vous Thierry Bongo de Africa Télévision et Edmond Izouba de la RTVS 1 et du site information Objectif. Info.cd. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. On se retrouve demain d'abord, 11 h pour la rediffusion de ce magazine et le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci.